Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus. Je suis Ayhan Köksal, le président de l'Association culturelle Turquie-France. Cette fois-ci, nous avons voulu organiser une réunion dans cette salle de l'hôpital français. Je veux remercier tout le personnel de l'hospitalier pour la gentillesse de son accueil. Et un grand merci à Monsieur le directeur Metin Shahi. Chers membres, chers amis, nous avons ce soir le grand plaisir de vous présenter Rinaldo Marmara, ancien élève du lycée Saint-Benoît, diplômé de l'université Paul Valéry à Montpellier. Il a consacré sa thèse à 2 doctorats à l'étude de communautés de ce que l'on connaît sous le nom de Levantin. Éminent spécialiste de cette question, il est l'auteur de nombreux ouvrages, articles et essais et continue ses recherches sur les relations diplomatiques entre la France, la Turquie et le Vatican dans les archives du Saint-Siège. Je vous prie de poser les questions après la conférence, s'il vous plaît. Monsieur Rinaldo, la parole est à vous, s'il vous plaît. Soyez bienvenue. Bonsoir. Après cette belle introduction, je vais essayer de vous expliquer ce que le Levantin. Parce que c'est un terme qui n'est pas connu assez, moi j'ai l'impression, et aussi il est mal connu. Déjà, quand vous voyez le titre de la conférence ou de cette causerie, c'est la dualité de la communauté latine après la prise de Constantinople. Déjà, avec le titre, je pose la question, je mets le doigt sur une question assez importante sur cette dualité. Parce que cela n'a pas été pris en compte. Quand vous voyez tous les livres d'histoire, même les auteurs les plus renommés, tous ils parlent d'une communauté latine. Ou alors sous le terme encore plus noble des latins d'Orient. Mais, je suis d'accord, mais dans cette grande famille, il faut faire la différence, la distinction entre les latins ottomans et les latins étrangers. Oui, c'était une seule famille. Ils avaient les mêmes coutumes, la même façon de parler, c'était la même famille. Mais, juridiquement, ils étaient opposés. Et si on veut faire, c'est-à-dire l'histoire et bien centrer ce que c'était le Levantin, il faut tout d'abord faire cette différence. C'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer déjà ce mécanisme pour comprendre bien cette réalité historique que pourtant c'est un peu méconnue. Déjà, quand j'avais fait ma thèse de doctorat, j'avais dit, parce que moi j'avais dit, je suis le premier à avoir fait cette différence, c'est-à-dire sur le plan académique. Une thèse de doctorat, c'est sur le plan académique. Ce n'est pas avec un article dans une revue que vous pouvez faire une antithèse. L'antithèse se fait avec une thèse. Alors ils m'ont dit, oui, bien avant vous, il y a d'autres aussi qui ont fait cette différence. Mais je vous dis, moi aussi, je suis curieux de savoir. Ça fait plus de 20 ans, encore j'attends. C'est-à-dire, ce n'est pas que je suis orgueilleux ou que je suis plus intelligent que les autres. Seulement, je suis un Levantin. Alors, j'ai vécu dans cette communauté. Et en vivant dans cette communauté, moi, dès mon jeune âge, j'ai vu cette différence. Il y avait ceux qui étaient les étrangers et ceux qui étaient les sujets turcs. Déjà, ceux qui viennent ici de Levantin vont dire la même chose. On était au courant, on savait qu'on était au Levantin, mais de là l'expliquer, c'est autre chose. Comme par exemple, ici, on respire de l'air, vous dites que c'est de l'air. Oui, on connaît l'air, mais aller l'expliquer, c'est quelque chose de plus difficile. Comme je disais, on était nous conscients de cette dualité, de cette différence. Par exemple, quand j'allais à l'école, je commençais même quand j'allais avant de Saint-Benoît à Saint-Michel. Mais il y avait ce temps-là, la leçon du Youtaché lycée. Les étrangers ne faisaient pas partie. Alors quand il y avait cette leçon, moi j'étais tout fier, j'étais l'unique, je sortais de la classe
comme si c'était un signe de supériorité. Certainement, ça, cet esprit-là, je l'ai connu bien avant 50, 60, aujourd'hui c'est terminé, mais ce temps-là, ça existait, être étranger, c'était être un peu supérieur à une classe supérieure. Tandis qu'aujourd'hui, si vous dites que je suis étranger, ils vont regarder tout à fait de l'autre œil. C'est tout à fait l'inverse de ce que c'était dans le temps. C'était encore l'esprit de récapitulation qui continue. Comme je disais, j'étais conscient de cette dualité, de ce que c'était que le Levantin, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Quand je me suis marié, je suis allé en France. Alors je me suis installé en France. J'avais 6 mois terminé l'université économie et commerce. Alors là-bas, c'est un peu la nostalgie. Je me dis, on continue, encore que je continue mes études, que je fasse un autre doctorat cette fois-ci sur l'histoire. Alors certainement, j'avais commencé avec le DEA, ce que c'est le master. Alors moi, je l'avais fait sur les mots grecs qui se trouvent, c'est-à-dire qui sont empruntés de la langue turque. De l'autre façon, les mots turcs qui se trouvent dans la langue grecque moderne. De nouveau, c'est le lexique que j'ai fait, c'est peut-être l'unique. Vous allez dire, il y a plein de lexiques étymologiques. Oui, il y a, allez en Grèce, vous allez trouver des lexiques étymologiques, vous allez trouver plein. Comment ils expliquent? Par exemple, si je dis un mot, les souliers, papouch, vous allez le voir dans les lexiques étymologiques, topapouch. Et ils disent à côté, ça provient du turc. Mais c'est faux. Ce n'est pas du turc. Il faut savoir que dans la langue turque, il y a beaucoup d'emprunts de l'arabe et du persan, ce que c'était l'ottoman. Alors, papouch, c'est un mot ottoman, qui provient du persan. Alors, c'est un mot composé, pa, ça veut dire pied, c'est un nom. Pouche, c'est un adjectif qui signifie qui couvre, ça veut dire qui couvre le pied. Papouche, ça vient de là. C'est-à-dire, de cette façon, j'explique. Encore un dernier mot que je vous dis, par exemple, jambaz. Les dictionnaires grecs vont vous dire jambazis. Ça provient du turc jambaz. Et de nouveau, c'est faux, je regrette. C'est jambaz, c'est un mot persan. Jan, c'est l'âme, c'est la vie. Baz, c'est un adjectif qui signifie qui joue. Une personne qui joue avec sa vie, qui met en péril sa vie. De cette façon, et comme en faisant cette année sur DEA, j'ai utilisé beaucoup de mots aussi sur le Levantin, parce que aujourd'hui, ici dans la langue grecque, il y a des mots en turc, c'est grâce au Levantin que quand il parlait, il utilisait plusieurs langues. Mais en faisant ce DEA, moi aussi, mon professeur de recherche m'avait posé la question, qu'est-ce que c'est que le Levantin? Et ça, je la remercie. Parce que l'autre jour, j'ai lu une autre thèse de doctorat il y a 2-3 mois. Presque dans chaque page, il y a le mot Levantin. Alors j'étais curieux de voir comment il définissait le mot Levantin. Mais aucune définition. C'est une thèse de doctorat. Dans chaque page, on parle de Levantin et vous n'avez aucune explication. Alors moi, je remercie mon directeur de recherche qui m'a posé cette simple question, c'était lors du séminaire, qu'est-ce que c'est que le Levantin? Certainement, je ne m'attendais pas à cette question. Pour moi, c'était bien clair, je savais ce que c'est que le Levantin, mais de là à l'expliquer, presque une minute, j'ai réfléchi, à la fin, j'ai dit le Levantin, c'est moi. Certainement, le professeur compris et tous les élèves ont ri, c'est-à-dire, le professeur a dit, oui, je comprends bien, tu es le Levantin, mais pour la prochaine fois, c'est-à-dire, explique-nous en quelques pages ce que c'est que le Levantin. Et c'est alors que je compris que c'était vraiment un mot qui n'était pas connu. La première chose que j'ai fait en rentrant à la maison, c'était de consulter les dictionnaires. Et tous les dictionnaires donnaient presque la même définition. Personne né dans le Levant, personne originaire du Levant. Mais quand je regardais les dictionnaires avant de venir, ils disent puis des pays, c'est-à-dire de la Méditerranée orientale. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais c'est incomplet. Parce que d'après cette définition, alors le turc aussi est un Levantin. Et on arrive à lire. Si tous sont des Levantins, on ne peut pas appeler son Levantin. Il faut voir à qui on peut appeler Levantin. Alors je continue avec les livres des voyageurs.
là-bas aussi, on parle quelquefois des francs, on parle des levantins, mais il n'y a pas, on n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas une explication exacte. Les livres d'histoire, c'est pareil. Ils font l'amalgame, ils parlent des latins, comme je dis la plupart du temps des latins d'Orient. Mais avec ça aussi, ça nous amène à rien. Alors je dis peut-être dans les archives, parce qu'il faut savoir que les archives ecclésiastiques sont assez riches en information. Parce que les prêtres qui venaient, ils étudiaient bien la communauté. C'était les meilleurs observateurs. Ils ont écrit, par exemple, les jésuites, les lettres édifiantes des jésuites. C'est une source incontournable. Tout d'abord, il y a madame qui m'a dit qu'elle avait lu le livre que j'ai fait sur les voyageurs. Enfin, ce n'est pas les voyageurs, c'était sur Constantinople par les prêtres, lettres et prêtres. Et vous voyez qu'on s'est bien fait, c'était mieux écrit que pas les historiens, mais ceux qui venaient, les voyageurs, la description des voyageurs. Il faut dire que les archives sont importantes. Alors, certainement, je ne vous dis pas tout ce que je regardais comme archives, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était un livre de Monseigneur Misselin, qu'il a écrit sur les lieux saints. Il datait, je ne sais pas, c'est la 3e édition de 1876. Là-bas, j'ai vu qu'il y a une différence. Il parle des étrangers des différentes nations et les raïens. Déjà, vous avez un signe, c'est-à-dire qu'il y avait une différence entre ceux qui étaient les étrangers et les raïens, c'est-à-dire les sujets ottomans. Mais lui n'utilise pas le mot levantin, il utilise le mot franc. Moi, je n'aime pas tellement parce que le mot franc a une connotation religieuse qui tire ses origines des croisades. Moi, je préfère le mot levantin. Ensuite, j'ai regardé un peu dans les archives de la famille Testa, qui conserve les archives de la Magnifica Communitatis. Ça, c'était très, très important. Aujourd'hui, personne n'a fait des études sur les archives de la Magnifica Communitatis. C'était la propriété de la famille Testa, comme ils étaient présidents, je crois, de cette communauté. Ensuite, ils sont terminés chez les Capucins, mais aujourd'hui, les archives, quand ils parlent de Turquie, ne sont plus consultables parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Dans le temps, il y avait 2-3 personnes, 2-3 prêtres qui s'occupaient des archives. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Alors, dans les archives de la famille de Testa, qui sont les archives de la Magnifica Communitatis, j'ai vu qu'on fait la différence entre sacerdoti secolari levantini et sacerdoti sudditi del paese, c'est-à-dire des prêtres séculiers levantins et des prêtres sujets de l'Empire ottoman, c'est-à-dire du pays. Déjà, on commence à voir qu'il y a une différence. Ensuite, je regardais surtout les archives du cimetière, que c'est une source incontournable. Parce que je me suis demandé, peut-être alors la communauté, au moins ceux qui dirigeaient la communauté, étaient au courant, avaient une idée sur le mot levantin. Les comptes rendus, comme vous savez, c'est le consul général de ce temps-là, Alphonse Belin. Il est connu par l'histoire de la nativité de Constantinople. Mais ce qui est passé sous silence, ça n'a pas attiré l'attention, ce sont les comptes rendus du cimetière. Ça, ils sont très très importants, les 14 premiers surtout, qui ont été écrits par Belin, Alphonse Belin. D'après moi, c'est une annexe à l'histoire de la nativité de Constantinople. Dans ce compte rendu, il y a aussi les statistiques du cimetière, ça c'est important. Encore aucun travail a été fait là-dessus, parce que moi je voulais savoir le pourcentage de la communauté, disons, italienne, française, ou anglaise, ou autrichienne. Ça, on ne sait pas. Tandis qu'avec les archives du cimetière, on peut tout trouver. Mais il faut travailler. Il y a eu des élèves qui sont venus de l'université, ils ont dit, bon, on va faire ce travail, ils ont commencé à travailler. Après 2-3 semaines, ils se sont ennuyés, et c'est terminé. Alors, dans ces statistiques de 1892 à 1899, il y a une nationalité levantine. C'est étrange, la levantine, c'est comme une nationalité. Et tout d'un coup, il disparaît en 1899. Je ne crois pas que les Levantins se sont éclipsés ou ils ont disparu. C'est que l'administration s'était rendu compte que Levantin était un terme générique
pour toutes les nationalités. Et déjà, ça c'est un pas en avant. C'est-à-dire, vous comprendre, déjà j'ai commencé à comprendre que le Levantin, c'était un terme générique. À ce stade, qu'on a trouvé déjà qu'il y avait, c'est-à-dire une communauté levantine qui était regroupée, c'est-à-dire qui regroupait toutes les nationalités. Il ne faut pas dire nationalité, parce qu'encore ce temps, il n'y avait pas la nationalité, c'est un terme récent, mais qu'il avait ce caractère étranger. Et alors, je me suis dit qu'il faut analyser dès le début pour arriver à comprendre ce mécanisme, parce que ce temps-là, je ne savais rien. Ce que j'ai fait, c'est comme un iceberg. Je ne me suis pas contenté de voir la pointe, mais de voir sous, c'est-à-dire la partie qu'on ne voit pas, d'essayer de lire entre les lignes. Je commençais certainement par l'Empire byzantin, c'est à cette période que le Levantin commence à venir. On parlait le Levantin, mais ce n'était pas les Levantins, c'était les Vénitiens, les Amalfitains, les Pisans, les Provençaux, les Espagnols, les Allemands. Mais ce sont les Vénitiens qui, pour la première fois, ils ont eu une concession au sein, c'est-à-dire de l'Empire byzantin, qui a été donnée par un diplôme par Alexis Ier Comnène. C'était un quartier, c'est en 1082. Certainement, ce quartier se trouvait comme tous les autres, par la suite des autres colonies, sur la rive droite de la Côte d'Or, à peu près où c'est aujourd'hui Éminent. Et ces quartiers se trouvaient entre les trois portes, Neorion, Ramatis et Drungaria, c'est-à-dire en turc, Bahçekapı, Balıkpazarı, Zindankapı. Tous les concessions, c'est-à-dire les colonies, habitaient dans ces quartiers, chacun avait son propre quartier, qui était réuni autour de sa propre église, c'est-à-dire chaque colonie avait sa propre église. Et aussi son débarcadère pour décharger les marchandises avec quoi? Avec des échelles. C'est pour ça qu'on dit les échelles du Levant. C'était ces longues échelles que de la rive, on les appuyait sur les bateaux et on déchargeait ou chargeait les marchandises. Pour cette période de l'Empire byzantin, jusqu'à la prise de Constantinople, il n'y a aucun problème parce que tous avaient, disons, le caractère d'étrangers. Et c'était la première fois les Vénitiens qui ont commencé à appeler les étrangers, les Vénitiens qui habitaient le Levant, par Levantin. C'était pourquoi? Par jalousie. Parce que ceux qui venaient travailler en Orient, certainement gagnaient facilement de l'argent. Alors il y avait cette jalousie entre les Vénitiens qui habitaient la mère patrie et les autres Vénitiens qui venaient en Orient pour commercer. Alors les Vénitiens de la mère patrie, jalousie, disaient qu'il n'est plus un Levant. Il n'est plus un Vénitien, il habite le Levant, c'est devenu un Levantin. C'est un terme péjoratif, c'est-à-dire qu'il gagne facilement de l'argent et on ne sait pas comment. Alors ça c'est resté, c'est la première fois les Vénitiens qui utilisent le mot Levantin. De cette période, on peut se rappeler la 4e croisade, qui est à l'origine de tous les maux. Aujourd'hui, s'il n'y a pas l'union entre les orthodoxes et les catholiques, c'est grâce à cette 4e croisade. Et cette 4e croisade aussi est à l'origine de la prise de Constantinople. Parce qu'il n'y avait pas cette 4e croisade, les latins auraient été les grecs. Alors, on arrive à la prise de Constantinople. Et c'est là que l'histoire se brouille. Il faut faire attention, c'est à partir de là qu'il y aura cette dualité. Vous allez dire comment? Pendant la prise de Constantinople, certainement tous les Vénitiens, tous les habitants des autres colonies ont été tués ou pris en esclavage. C'est seulement les Génois qui sont restés parce qu'ils étaient neutres, mais en apparence. Le sultan le savait, le voyait, mais il n'a pas voulu ouvrir la guerre sur tous les fronts. Il a laissé passer, c'était en apparence, ils étaient neutres, ils ont eu la vie sauve. La plupart même sont partis vers où? Vers les îles de l'archipel, parce que c'est à tout près, il y avait l'île de Kiev, qui était génoise. Alors, là, ceux qui sont partis se sont sauvés, c'est-à-dire ils ont sauvé leur nationalité d'origine. Et ceux qui sont restés sur place, c'est là le problème.
c'est-à-dire que les livres d'histoire ne voient pas cette différence. Ce n'est pas seulement qu'après la prise de Constantinople, oui, il y a c'est le 29 mai 1453. Il y a eu 3 jours de saccage et ensuite le sultan fait la prière à la mosquée de Sainte-Sophie, qui a été transformée à la hâte en mosquée. Mais ce même jour, le 1er juin, c'est que la communauté latine, c'était les Génois, ont reçu le firman. Ça, c'est le firman qui leur donnait des droits et des devoirs, et ça continuait jusqu'à c'est-à-dire la République de 1923, pour la gestion des églises, des immeubles et du culte. Mais moi, je vois autrement ce firman. Je ne le vois pas seulement, c'est un firman qui donnait des droits et des devoirs. Moi, je le considère comme l'acte de naissance de la communauté latine ottomane. Ça veut dire, après cette date, il y a une communauté latine ottomane. Mais où est le problème que les livres d'histoire n'ont pas vu tellement? C'était une communauté tout comme les autres, la grecque, l'arménienne et la juive. Mais elle n'a pas été considérée comme nation. Ça, c'est le point principal. Vous allez dire pourquoi. Quand vous lisez les livres d'histoire, la plupart ils vous disent comme c'était une petite communauté, on n'a pas voulu faire une nation, on l'a laissé telle qu'elle. D'autres disent pour continuer d'alimenter cette inimitié qu'il y avait entre les catholiques et les grecs, alors les uns ont été une nation, les autres pas. Et tout ça c'est faux. Il ne faut pas oublier que Fatih était une personne très 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 intelligente. Il n'a pas considéré le latin, il a vu cette différence qu'encore aujourd'hui on n'arrive pas à la voir et on essaye de faire encore des fautes dans l'Église. Il a vu que ce n'était pas comme les autres communautés, grecques, arméniennes, juives. Pourquoi? Parce que le chef religieux se trouvait à l'étranger, le pape est à l'étranger. La communauté se trouve en Turquie, les autres communautés. Alors c'était créé une type de colonisation. Non? Le chef est en dehors, c'est-à-dire des frontières de l'Empire ottoman, la communauté n'est là, c'est une colonisation. C'est pour ça, c'est l'unique raison qu'il ne l'a pas accepté. Et encore, ça continue jusqu'à aujourd'hui, que l'Église catholique a un statut différent. Elle n'est pas reconnue. Mais revenons, c'est-à-dire à ce temps avec la prise de Constantinople, elle n'a pas été reconnue comme nation, mais il fallait qu'elle continue à s'organiser à vivre, parce que le principe dans l'Empire ottoman, c'était chaque communauté doit se diriger, c'est-à-dire suffire à elle-même, au point de vue juridique. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont créé comme une mairie, et surtout c'était comme une chancellerie latine ottomane. Cette chancellerie latine ottomane a continué jusqu'à 1927. Alors, quelquefois on se dit que Fatih avait pris une bonne décision. Oui. Quand on regarde en 1915, c'est la date 1915, mais ça n'a rien à voir avec la question arménienne. C'est une pure coïncidence. Alors le gouvernement ottoman a proposé aux latins de créer un patriarcat latin comme les autres églises. Et cette fois-ci, c'est l'église qui a refusé. Ça veut dire qu'elle confirme la décision de Sultan Fatih. Elle a tellement refusé, parce qu'il y avait d'autres des latins qui voulaient vraiment créer un patriarcat, elle leur a dit, vous serez excommuniés. Tous ceux qui participeraient à c'est-à-dire à ce patriarcat seraient excommuniés. Alors, c'est-à-dire qu'on a laissé tomber, et c'est terminé cette question, mais c'est pour montrer que l'Église n'a pas accepté. Alors, c'est un point d'interrogation qu'on peut se poser encore aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, il y a certains courants qui essaient pour l'Église catholique, comme elle n'a pas une personnalité juridique, il ne faut pas oublier en Turquie, aucune Église n'a pas une personnalité juridique, ils sont reconnus à travers les fondations. Mais les fondations, c'est la continuité des millettes. Comme il n'y avait pas le millet latin, la nation latine, alors il n'y a pas aussi des fondations au nom de l'Église catholique latine. Alors aujourd'hui, on pense quelquefois de créer
fondations ou des associations. Et d'après moi, ce serait ça une des plus grandes erreurs. Pourquoi? Un petit mot là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier les autres églises, quand elles sont devenues des nations, sont devenues des églises locales. Ça, il ne faut pas oublier. Toutes les autres églises, les orthodoxes n'aiment pas quand on leur dit ça, ou les arméniens ou les juifs, ce sont des églises locales. Ça veut dire quoi, église locale? Ça veut dire qu'on choisit le chef religieux, puisqu'il est en Turquie. Il doit avoir la nationalité turque, dans le temps c'était ottoman, et en plus, le gouvernement ottoman, c'était aujourd'hui c'est la République de Turquie, doit donner l'aval à ce choix. Elle peut dire non, je n'aime pas ce patriarche que vous avez choisi, vous devez choisir un autre. Mais ça, est-ce possible pour l'Église catholique? C'est le pape qui choisit, non? Et il envoie le chef religieux en Turquie. En revanche, on n'est pas reconnu. Ça veut dire que cela ne cadre rien, ne peut pas cadrer avec c'est-à-dire l'universalité de l'Église catholique. Ça, c'était pour expliquer encore cette question qui est d'actualité encore aujourd'hui. Pour ça, il ne faut pas dire l'histoire. Il faut connaître bien l'histoire pour pouvoir prendre des décisions aujourd'hui. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié la communauté latine ottomane qui s'est créée par la prise de Constantinople. Alors, voyons qu'est-ce qu'ils deviennent, les étrangers. On dit les étrangers. Après la prise de Constantinople, comme on l'a vu, tous ils se sont réfugiés à l'île de Kiev, qui était toute près. Et avec le temps, doucement, quand le calme se rétablit, ils ont essayé de revenir. Mais, d'après les lois de l'époque, ils ne pouvaient pas rester plus d'un an. Passé ce délai, ils perdaient leur qualité d'étrangers, ils devenaient des sujets turcs, des sujets ottomans ce temps-là, comme les autres, la communauté latine ottomane. Ils payaient le jizya, le droit de capitation, et ils devenaient des ennemis, comme on dit, des sujets, c'est-à-dire ottomans. Alors, ils pouvaient rester seulement un an. En restant un an, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire du commerce. Alors, avec les capitulations, on essayait, c'est-à-dire d'arranger. En 1935, la période est portée à 10 ans. Ça veut dire que l'étranger qui venait, il pouvait rester une dizaine d'années en Turquie sans perdre son caractère d'étranger. Ensuite, avec les capitulations ça doit être dans les parois, c'est de 1569, on ne tient plus compte de la période. Alors ça veut dire que tous les étrangers sont venus en Turquie en gardant leur nationalité d'origine. Et d'après moi, là-bas, c'est le commencement de la communauté latine étrangère. On avait la communauté latine ottomane, le début c'est la prise de Constantinople. Et pour la communauté latine étrangère, c'est les capitulations de 1569, où on ne tient plus de la durée du séjour. 1769. Donc, vous voyez, la communauté latine et la communauté étrangère a commencé à se former doucement, c'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas ça notre sujet, parce que nous, on s'intéresse surtout au Levantin, comment on peut c'est-à-dire définir. Et qui sont ces Levantins? Il y a la période d'apogée. C'est en cette période qu'il y a eu beaucoup d'étrangers. Parce que tout au début, après la prise de Constantinople, c'est la communauté latine qui est majoritaire. Après les réformes de 1839, avec l'arrivée des étrangers, ça commence la communauté latine étrangère à devenir majoritaire. Les réformes ont commencé, comme je dis, le 3 novembre 1839 par Abdul Mejid, c'est la période des Tanzimat. Mais quand on voit les statistiques, on voit qu'elles ont commencé un peu bien avant, parce qu'Abdul-Majid n'a fait que mettre en œuvre, c'est-à-dire ce qui était déjà arrêté par son père. C'est son père Mahmoud II qui a préparé ces réformes. Après les réformes, il y a aussi de nouveau, il y a 1856 qui est une date qui confirme les réformes de 1939 et les élargit aussi, il élargit tous les privilèges.
Et ce qui est le plus important pour une communauté qui puisse, c'est-à-dire s'établir, c'est la loi de 1867, c'est la loi qui concède aux étrangers le droit de propriété immobilière. Parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas le droit d'acheter des immeubles. Ils les achetaient sous un autre prête-nom, ou quelquefois ils se faisaient passer pour des musulmans. La communauté continue à s'élargir, et ensuite arrive le déclin avec le traité de Lausanne. Alors, quand on voit les dates, on voit, c'est-à-dire qu'il y a la période d'apogée de la communauté latine. Mais elle n'a fait que durer 70 ans. C'est-à-dire des réformes de 1839 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, à part les anciennes paroisses de Sainte-Marie, Saint-Pierre et l'ancien Saint-Antoine, tous ont été créés à partir de cette date, dans cette période de 70 ans. Par exemple, l'hôpital La Paix, il date entre cette période-là, c'est dans cette période. Tout ce que vous voyez, que ce soit à Istanbul, à Smyrna ou en Anatolie. Ce qui est important avec le traité de Lausanne, c'est qu'il abolissait les capitulations. Alors les étrangers n'ont plus eu raison de se trouver en Turquie, parce qu'en faisant du commerce, ils gagnaient. Avec l'abolition des capitulations, ils ont tout perdu. Déjà ça, c'était le premier pas. Ensuite, le deuxième a été la loi de 2007, qu'on appelle communément la loi de 2007 de 1932. C'était la loi des petits métiers. Ça veut dire que les étrangers ne pouvaient plus exercer les petits métiers. Alors ça, les personnes qui étaient arrivées à un certain âge, ils n'avaient que partir de Turquie parce qu'ils ne pouvaient pas changer de métier. Une personne arrivée à 50, 60 ans qui faisait le coiffeur, il ne pouvait pas changer de métier. Tous les petits métiers, c'était ça, le coiffeur, le chauffeur, les différents chanteurs dans les cabarets, ou maçons. C'était ça. Et alors, ils ont été obligés de partir. Ça a été le premier coup à la communauté latine étrangère. Et ensuite, il y a l'impôt sur la fortune de 1942. Ça, c'était surtout pour les minorités. Mais il y a eu aussi les étrangers. Mais pour les étrangers, ils se sont comportés mieux que les minorités. Parce que les minorités, quelquefois, étaient taxées, à part, disons, le capital, quelquefois 2 ou 3 fois toute leur fortune. Par exemple, une personne qui avait 10 000 euros, disons, il était taxé à 40 000. Ils n'ont pas pu payer. Ceux qui ne pouvaient pas payer étaient envoyés dans des camps de travail au fin de l'Anatolie, près d'Erzurum, à Ashkan. Il y a eu aussi des morts. Mais de nouveau, ça c'était contre. Moi, je trouve que c'était normal. Parce que pendant l'Empire ottoman, les étrangers, c'est-à-dire ont profité beaucoup des capitulations. Ils se sont enrichis, tandis que les Ottomans faisaient la guerre. Ils sont restés pauvres. Alors il fallait trouver l'équilibre. Certainement, on pouvait trouver d'autres façons d'établir cet équilibre. Mais ça a été de cette façon, dans tous les cas, il fallait trouver et turciser le commerce, le capital commercial. Mais c'est le plus grand coup, ça a été, d'après moi, le point, c'est-à-dire de coupure, c'est les incidents anti-grecs du 6-7 septembre 1955. Parce que jusqu'à maintenant, c'était la foire, la fortune, le capital, les métiers. Mais à partir de cette date-là, ils ont vu qu'ils risquaient aussi leur vie. Et les départs ont commencé. Parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, c'est fini. Personne ne pouvait pas dire que ma femme a été violée, non? Ils ont préféré partir et c'est fini. Mais maintenant, les langues commencent à se délier. Tout dernièrement, j'étais en Grèce, il y avait une dame âgée, elle racontait, moi, j'étais petite, elle a dit, il y avait des familles, ils sont rentrés dans les maisons, ils ont violé. Ensuite, elle a oublié qu'elle avait dit, elle a dit, chez nous aussi, ils sont rentrés, mais tout de suite, elle a ajouté, à nous, ils ne sont rien fait. Oui, je veux bien la croire, mais pour dire, mais quand cette génération s'y va passer, leurs enfants, alors ils commenceront à expliquer tout ce qu'il y a eu cette nuit-là. C'est pour ça que ça a été ça, un point de cassure. C'est à partir de là, les gens ont commencé à partir. Ensuite, il y a 1964, ça c'est une date importante,
parce que 12 000 Grecs ont été expulsés. Et en partant, ils ont pu prendre avec eux seulement 20 kilos d'effets personnels et 12, c'était 22 $. Oui. 2 $. Mais on ne peut pas oublier que les Grecs, disons, qui étaient des sujets laines, ceux qui ont été chassés par les sujets turcs, mais la plupart étaient mariés avec des Grecs sujets turcs. Alors avant 1864, il y avait presque 70 000 Grecs sujets turcs en Turquie. Avant 1964. Après cette date-là, comme les sujets laines ont été expulsés, ils ont commencé eux aussi à quitter la Turquie. Et quand on voit les statistiques de 1990, il y a seulement 3500 Grecs turcs, de nationalité turque. Aujourd'hui, même pas 1 millier. Arrivé à ce stade-là, alors on peut se poser maintenant la question, qu'est-ce que c'est ou qui sont ces Levantins? Quand on regarde, on analyse les Arméniens, les Grecs, les Juifs, non, ça c'était des sujets minoritaires. Le problème c'est avec la communauté latine. Comme on a vu, il y avait les latins ottomans et les latins étrangers. Est-ce que les latins ottomans, on peut les appeler Levantins? Je ne crois pas, parce que c'était des sujets minoritaires, tout comme les autres, seulement qui n'ont pas été acceptés, c'est-à-dire comme nation. Et on a vu le pourquoi. Alors qui reste? Ce sont les étrangers. D'après moi, c'est les étrangers, à référence historique aux Vénitiens, qui pour eux, pour la première fois, ils ont appelé les étrangers qui venaient de Levantin. On peut appeler Levantin cette communauté latine étrangère. Mais le problème n'est pas d'appeler, c'est-à-dire Levantin ou autre chose, on peut les appeler autre chose aussi. Mais le problème, c'est d'accepter que dans cette grande famille de latins en Orient, il y avait un groupe de latins étrangers. Ça, ensuite, vous pouvez l'appeler ce groupe Levantin ou avec un autre nom, c'est pareil. Alors, c'est quoi les Levantins? Le Levantin, oui, on a dit les étrangers, les Italiens, les Français, les Austro-Hongrois, mais est-ce que tous les Français et les Italiens, même s'ils viennent en Turquie, sont des Levantins? Non. Parce que nous, on n'est pas un vrai occidental, ni même encore moins un oriental. Nous, moi compris, on a fait la synthèse de deux civilisations. Moi, je ne suis pas ni européen, ni oriental, mais j'ai des deux civilisations. C'est un patrimoine qu'on porte de génération en génération et qui avons fait cette synthèse des deux civilisations. Et c'est ça qui est difficile. Et ensuite, on avait cette caractéristique qu'on parlait plusieurs langues, et notamment le grec comme langue véhiculaire. Pour ça, j'expliquais tout au début le lexique étymologique que j'ai fait. Ce n'est pas hors sujet, mais c'est dans le sujet parce que le grec était la langue véhiculaire de tous les latins. Et toujours, moi, c'est ma thèse, l'Empire ottoman a été le précurseur d'une Union européenne sans frontières. Parce que regardez, il y avait, disons, chaque communauté, il y avait les Italiens, les Français, les Allemands, on peut multiplier, mais chacun vivait d'une façon indépendante. Alors c'était de différentes communautés dans une même frontière, ce que l'Europe essaie. À ce temps-là, l'Empire ottoman a réussi mieux que l'Europe, parce que c'était vraiment des communautés dépendantes. Regardons pour la communauté française, comme on parle en français. La communauté française avait ses écoles, ses églises, ses hôpitaux, ses maisons de retraite. Non, son théâtre, il y avait le théâtre italien, le théâtre français. C'est les cinémas. En plus, ils avaient leurs tribunaux. Alors c'était un pays dans un pays. Et ça, c'est l'Union européenne, je le dis toujours, l'Empire ottoman est le précurseur de l'Union européenne. On n'a pas mis de l'eau. Quand on parle en français, on va tout donner du vin. Je voudrais aussi parler, comme je dis, les caractéristiques des Levantins, surtout qu'on a fait la synthèse de deux civilisations
on a un patrimoine, c'est-à-dire culturel, qui est différent des autres. On a notre langue commune. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, il y a eu des néo-levantins. Moi, je suis contre ce terme, parce qu'on ne peut pas s'approprier d'une culture en disant néo-levantin, parce qu'ils sont arrivés des étrangers ici en Turquie suite à la mondialisation, et ils ont créé ce courant de néo-levantin. Alors moi, j'écris 2-3 articles dans différentes revues et dans cette encyclopédie. Et ça s'est arrêté tout court, parce que je me posais la question, qu'est-ce que vous avez de levantin? Parce que vous êtes étranger, que vous êtes venu, vous allez rester quelques années, parce que vous vous envoyez comme chef d'entreprise, et vous allez retourner dans votre pays? Non. Ceux qui venaient dans le temps, mes arrière-grands-parents, sont venus pour rester. Ils n'avaient pas l'idée de retourner dans leur pays comme on fait aujourd'hui, on vient, on gagne de l'argent, on s'en va. Ça, non. Ils sont venus pour y habiter et ils ont aimé leur pays. Moi, je me rappelle de mon arrière-grand-père, ce que ma grand-mère racontait, quand ils ont été expulsés suite à la guerre avec l'Italie de Tripoli, dans les années 1911. Mais quand il était en Sicile, il y avait l'heure, il disait à cette heure-ci, c'est le Sinichi qui passe, à cette heure-ci, c'est le Bozaji. Ça veut dire qu'ils vivaient avec l'heure de Turquie. Ils ont aimé cette terre. C'est pour ça, c'est-à-dire ce courant aussi, suite à ça, ça s'est arrêté parce qu'on ne peut pas s'approprier, comme je suis contre aussi de ceux qui s'approprient des nationalités. Moi, toujours, je précise, je suis français par mariage. Je le précise, je suis par mariage. Je ne dis pas je suis français. Parce que c'est blesser les gens, ceux qui sont vraiment français, c'est aller pour la nationalité italienne ou d'autres nationalités. On ne peut pas s'approprier une culture. Il y a les gens qui ont combattu pour cette terre. Non? Que ce soit pour la France ou pour l'Italie, nous on est des Italiens. Alors je dis toujours français par mariage. Pour être honnête. Alors on ne peut pas aussi être levantin parce qu'on est venu, on est resté quelques années en Turquie, créer ce courant néo-levantin. Une dernière question qu'on peut se poser, les levantins. Qui est levantin? Si je pose la question, est-ce qu'il y a de levantin? Moi, je ne crois pas. Parce que moi aussi, je suis un levantin, mais il n'y a pas de levantin, c'est terminé. Vous allez poser la question pourquoi? Ce n'est pas en disant que je suis un levantin, mais que je suis issu des familles qui sont venues depuis combien de générations de côté de ma mère, par exemple, et Giudici était présent à Constantinople bien avant la prise de Constantinople. Quand on voit le traité de Nicéo avec l'Empire byzantin et les Génois, il y a une Giudici. Est-ce votre famille? Je ne sais pas, mais il y a le nom de Giudici de ma mère. Pour dire, depuis des générations, mais aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus de levantin. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est suite au mariage mixte. Parce qu'il n'y a plus quoi? Cette idée commune. Il n'y a plus une idée commune. On ne peut pas se forger une idée commune. Par exemple, quand j'y vais, c'est-à-dire chez des parents, déjà aussitôt que j'y vais, ils me disent fais attention, il y a une orthodoxe. Fais attention, il y a l'autre qui s'est marié avec une musulmane. Eh bien, alors on ne parle pas. L'autre, c'est une arménienne. Alors, on ne parle plus. C'est-à-dire, on parle de la pluie, du beau temps, d'autres choses, mais on ne dit pas sur les sujets importants. Moi, je ne m'exprime pas, alors que ce soit ma sœur qui est présente ici. Elle aussi ne sait pas ce que moi je pense sur certaines questions. Moi aussi, je ne sais pas ce qu'elle pense. C'est-à-dire, ce qui manque, ce qui faisait la communauté levantine, c'était cette idée commune. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idée commune. Suite au mariage mixte. Alors, on fait quoi? C'est le moment de faire l'histoire. C'est pour ça que je me suis lancé avec ma thèse de doctorat. J'ai commencé à faire l'histoire. Mais quand ça fait presque une vingtaine d'années, comme je dis, pourquoi ça fait tant que j'ai fait ma thèse sur l'histoire? Parce que d'abord, j'ai terminé l'économie et commerce. C'est quand je me suis installé en France que je commençais ma thèse de doctorat. Et alors, je continue encore mes recherches, je continue mes livres. Maintenant, ça va paraître dans un mois peut-être, il est sous presse, un livre sur le Levantin.
J'ai voulu faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ces 20 ans. C'est ça le résumé. J'ai mis aussi mon œuvre, tout ce que j'ai fait, plus de 50 livres, les articles, je ne compte pas, ni les conférences dans toutes les parties d'Europe, les journaux qui parlent. Je voulais faire comme un résumé de ça et j'explique aussi la fin de la communauté levantine, la fin des Levantins, et c'est le moment, comme je dis, de faire l'histoire. Mais pour faire l'histoire, comme j'ai dit tout au début, ce n'est pas à travers les livres d'histoire, à travers les archives ecclésiastiques qui sont très très riches. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a personne qui s'occupe. Moi, j'ai essayé, j'ai fait, c'est-à-dire la scannérisation de presque une bonne partie des archives ecclésiastiques de Turquie. C'était un bon projet personnel, parce que je l'ai dit, parce que quand je parle aujourd'hui, même avec l'Église, ils disent ah non, c'est le projet de Marmar. Quand quelque chose, ça ne le plaît pas, c'est le projet de Marmar. Et moi, j'assume, c'est mon projet, moi je l'ai fait. Et je suis fier de l'avoir fait, parce que ceux qui connaissent un peu les archives ecclésiastiques savent qu'un document peut disparaître du jour au lendemain. Moi, je suis témoin, j'ai vu plusieurs documents, encore parce que quand il y avait le spécialiste qui venait de Rome pour la scannérisation, il y avait un document très très important qui se trouvait à l'église, aux archives de l'église Saint-Antoine, c'était sur les Alpins. C'est un manuscrit très très rare. 15 jours après, quand on est allé pour le scannériser, disparu. Qui l'a pris? Il y a tous les archives comme ça disparaissent. Alors, le travail que j'ai fait, c'est important. Au moins, s'il y aura une copie, je l'ai fait avec la même méthode que les archives du Vatican déjà. L'expert qui est venu ici, je le porte au Vatican, qu'il puisse voir comment on travaille là, de quelle façon, de quelle méthode. Il pourrait être utilisé aussi au Vatican. De l'autre côté, pour les universités, j'ai enseigné à Barchéchir, à l'université. Je leur proposais aussi là-bas d'utiliser les archives du Vatican, parce que quand on parle des archives du Vatican, ce n'est pas les archives tout ecclésiastiques qui regardent l'histoire religieuse, c'est aussi l'histoire laïque, l'histoire d'un peuple. Par exemple, maintenant, je viens du Vatican, maintenant je pense faire un livre sur les rapports des ligues apostoliques qui expliquait les premières années, les 10 premières années de la République de Turquie, pour voir comment on a fêté le centenaire, pour voir comment ils voyaient la République. Il y a tant de choses. Par exemple, j'ai préparé d'autres livres sur le traité de Lausanne, sur Sainte-Sophie, que personne ne connaît pas tout ce qui s'est passé derrière quand il y a eu l'occupation. Tous les intrigues qu'il y a derrière aujourd'hui, personne, aucun historien ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les chercheurs étudient l'anglais. Et je suis fier de l'être. Au Vatican, pour ce qui concerne la Turquie, pas seulement pour ce qui concerne la Turquie, les archives sont en italien et en français. Et il faut connaître très très bien ces deux langues. Parce que par exemple, une lettre est écrite en italien, la réponse est en français. Il y avait une autre fille qui m'a accompagné un certain temps, elle connaissait un peu l'italien, mais tout ce qui était français, elle le laissait de côté. Alors on ne peut pas faire le catalogue de cette façon. Déjà, elle a arrêté. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait à l'université Haydn? C'est le premier catalogue au Vatican. Il m'a dit aussi, peut-être c'est le premier catalogue aussi dans le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le catalogue pour la Turquie en turc. C'est-à-dire, c'est pour un certain sujet. Moi, j'ai pris le sujet des relations diplomatiques pendant, c'est-à-dire la délégation apostolique de Monseigneur Rota qui s'étend de 1925 à 1930. Alors, c'est ce dossier-là. Pour chaque document, il y a le résumé en turc. Ça veut dire que tous les chercheurs turcs peuvent comprendre. Ils lisent le résumé, ils savent de quoi ça traite ce document. Et dans le même livre, je donne le document, la transcription intégrale du document, soit en français, soit en italien. Ils peuvent prendre ce document et le faire traduire. Parce que moi, je ne traduis pas, parce que c'est délicat. Parce qu'une traduction peut changer d'une autre. Moi, je donne le catalogue en turc et la transcription des documents. Certainement, il faudrait continuer. Moi, j'ai fait un. Et on l'a présenté à Rome, à la plus grande université du Vatican, à Grégoriana. Maintenant, qui va continuer? Je crois qu'il n'y a personne qui continue. Parce que tout d'abord, il faut connaître ces deux langues. Aujourd'hui, ce n'est plus à la mode ni le français ni l'italien. Aujourd'hui, c'est l'anglais.
Je regrette ça de le dire, mais un jour, ce n'est pas seulement une question pour la Turquie, c'est aussi même pour la France et valable pour l'Italie. Quand on connaît l'histoire, on connaît bien que dans le temps, dans l'Empire ottoman, il y avait les deux langues, et des biartili halti, c'est-à-dire une langue qui était parlée par les intellectuels, et l'autre langue, c'était la langue du peuple. Aujourd'hui, on va vers où? Dans toutes les universités, l'enseignement est à l'anglais. Moi, à l'université, j'étais l'unique, peut-être que je faisais les leçons en turc. Moi, je suis catégorique sur ça. Même quand j'étais invité à la Chambre de Lords en Angleterre, il y avait d'autres professeurs, tous ils se sont mis à dire leur texte en anglais. Moi, j'ai fait mon discours en turc. Il y a eu l'ambassadeur de Turquie qui est venu me remercier. Vous n'avez pas besoin de le remercier, puisque je suis invité de Turquie, je parle en turc. Comme si vous avez invité un professeur d'Angleterre, il va vous parler en anglais. Pour lui, c'est normal, et pour moi, c'est anormal. Non. Mais ça pour dire aussi sur la langue, vers où on va. Comme dans le temps, il y avait la langue des intellectuels et du peuple. Aujourd'hui, on va, pour chaque pays, je dis ça pas pour la Turquie, pour l'Italie, pour la France aussi, encore plus. Il y aura la langue du peuple, le français, et la langue académique, l'anglais. Aujourd'hui, un chercheur en France est incapable d'écrire dans sa langue maternelle, le français. Il écrit en anglais, parce qu'il connaît tous les termes en anglais. C'est malheureux à dire, moi je suis contre ça. Mais, je suis comme un Don Quichotte qui me bat contre le vent. Mais on va vers ça, parce que je connais l'histoire dans l'Empire ottoman, c'était ça. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Et dans quelques années, vous allez voir, le professeur des universités ne pourra pas écrire un article en français ou en italien ou en allemand. C'est ça que j'ai à dire. Si vous avez des questions maintenant, je ne sais pas. Il y a les applaudissements, ça veut dire que tout le monde a bien compris ce que je voulais expliquer. Pas de questions. Moi, je voulais, c'est-à-dire souligner cette dualité au sein de l'Empire ottoman. Ah, c'est ça. Mon souci, ça a été ça. Aujourd'hui, ce que je parlais, c'est que dans cette communauté, dans le terme noble de l'Athènes d'Orient, il y a deux entités juridiquement opposées, les Latés ottomans, qui étaient des rayats, et les Latés étrangers. Et ces Latés étrangers, moi je les appelle, vous pouvez les appeler de notre nom, les Levantins. Bon, quand vous dites les sujets qui unissent la communauté latine, vous parlez de quoi exactement? Parce que les Arméniens, je comprends ce que c'est. Quand on est deux Arméniens entre nous, on sait de quoi on veut parler, mais on se cache, on se tait. Mais quand on est seul, on sait de quoi parler. Quand vous dites la communauté latine, de quoi vous parlez? Et c'est pareil comme vous parlez, comme vous dites, avec deux, trois Mais est-ce qu'il y a... grecs. C'est-à-dire, quand on parlait, c'était une façon de se préserver de l'extérieur. Oui, alors, mais est-ce qu'il y a des sujets qui sont... Certainement, ce n'est pas si tu manges du pain ou si tu manges des croissants, non. C'était sur les questions importantes. Par exemple, quand il y avait des chercheurs qui venaient en Turquie, ils disaient, moi je veux, présentement, des familles levantines, je veux faire un reportage. Je disais, moi, ce temps-là, je disais, c'est inutile. Il suffit de demander à une personne, tous vont te répondre de la même façon. Par exemple, la question la plus classique, il demandait est-ce que vous êtes content en Turquie? Et tous répondaient de la même façon. Vous savez, oui, on est très très heureux, très très content, on vient en Turquie. Mais quand on parlait dans un cercle fermé entre eux, il disait, oh, si j'ai la possibilité que j'envoie mon enfant faire des études en Europe, l'autre qui dit si j'ai la possibilité qu'il aille. C'était une façon de s'exprimer à l'extérieur, c'était pour se préserver, et une façon de s'exprimer à l'extérieur. Et alors, c'est-à-dire, pour cette idée doit se forger, on ne peut pas se dire, on va mettre comme distribuer sur un papier qui va dire ça, 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 ça. C'est au fil des ans, au fil des générations en parlant, on s'était forgé une idée commune de la commune. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette idée commune, parce qu'on ne peut plus parler en famille. Je voulais voir s'il y avait des événements spéciaux. C'était des événements de dire, c'était la façon de vivre, comment on se comporte, comment on répond à certaines questions, comment... Oui.
C'est une façon de se préserver dans un milieu, c'est-à-dire étranger. En fait, nous, du côté natal, je pense que ça continue. Cette sensation de communauté. Parce qu'il n'y a pas peut-être des mariages mixtes. Le mariage Oui, mixte, il y en a de plus en plus maintenant, mais ça quand va même, s'arrêter. la communauté ça va est s'arrêter. toujours stable. On ne va pas l'ouverture. Oui, il y a oui. Moi, est-ce qu'il y a, je me demande, est-ce qu'il y a ce concept de l'inventant en dehors de la Turquie, dans un autre pays? Est-ce que ça existe dans le monde? Ou c'est propre à l'Empire ottoman, disons? Pour les Levantais, oui, ça c'était un terme propre à l'Empire ottoman, tous ceux qui sont venus à l'Empire ottoman. Mais de là à le connaître, en Europe aussi on ne connaît pas tellement, c'est pour ça que j'ai fait ma thèse de doctorat sur le Levantais, c'était peut-être l'unique, c'est-à-dire il y a d'autres thèses, mais qui étudient un sujet particulier. Tandis que moi, ma thèse de doctorat, je l'ai faite d'une façon globale, c'est-à-dire de Byzance jusqu'aujourd'hui, de la formation, l'apogée, le déclin, c'est-à-dire qu'on a tout le paquet, on voit toute la communauté levantine. Ce n'est pas une période, parce que quand je parlais avant de Berlin, le livre qu'il a fait, c'est exceptionnel, encore on se sait, la relativité de Constantinople. Mais le pauvre, il est décédé en plein apogée, il n'a pas pu voir le déclin. Alors il avait une autre vision. On croyait que ça allait continuer tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une communauté levantine? Parce que vous avez parlé de ceux qui sont partis, mais ce sont surtout des minoritaires qui sont partis en 55, en 64, surtout des Grecs orthodoxes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore en dépit des mariages mixtes, est-ce qu'il y a encore une communauté levantine qui se fréquente, qui... Communauté, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire. On peut pas dire communauté. Moi, je suis levantin, oui, je suis levantin. Il y a des familles alors. Oui, certainement, mais ça, comme il y a des mariages mixtes dans les familles, après moi, c'est difficile de parler d'une communauté d'une suite de Levant. Parce qu'il n'y a plus cet esprit. Déjà, je ne parle plus le grec, qui était notre langue qui vous utilisez avec les autres minorités que ce soit. Alors, vous êtes arrivé, vos ancêtres, lorsque vos ancêtres sont arrivés, ils sont arrivés avec un passeport italien. Oui. Vous avez toujours ce passeport italien, et Oui. est-ce que les Lévantins en général ont gardé leur passeport? On gardait leur nationalité d'origine. C'est ces derniers temps qu'on a commencé à changer. On a pris la nationalité aussi turque parce qu'on était obligé pour pouvoir vivre en Turquie, mais jusqu'à oui. Et quand je fais mes études, mon travail, c'est de oui. Si j'ai la nationalité turque, je vis peut-être depuis 5, 6 ans ou 7 ans. C'est tout à fait récent. Ça aussi, c'est tout à fait occasionnel que j'ai eu. J'avais ma cousine, ma pauvre, qui est décédée. Elle n'avait pas mis les pieds en dehors de Turquie, une seule fois. On ne lui a pas donné. Ma mère, elle était quel âge là, je l'avais quand elle est décédée, peut-être 90 du début. Pour moi, je parle comme Madame de Sévigné, que le cœur n'a pas de rire, on est toujours jeune. Pour moi, je ne fais pas attention à la... Oui, quand elle est décédée, la pauvre, quand elle avait encore le permis de séjour. Malgré qu'elle était née en Turquie, malgré que ses parents aussi étaient nés en Turquie. Et alors, qu'est-ce qu'on pensait? Parce qu'il fallait la porter, c'est-à-dire au poste de police, pour le contrôle qu'elle est en vie, qu'elle est là. Et je pensais comment là, pour aller l'ambulance avec les choses. Juste avant elle est décédée, on a respiré, on a dit, au moins, oui, on n'a pas eu de se soucier encore. C'est-à-dire, on a gardé notre nationalité d'origine. Déjà, c'était eux. Sinon, on tombe dans le piège. On devient des sujets minoritaires. Alors ça, c'était déjà, on était raillants au sujet minoritaire, ce n'est plus des Levantins. Les Levantins, c'était les étrangers qui ont vécu dans l'Empire ottoman. Et aussi au début de la République. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut rechercher les cartes de séjour de nos ancêtres? Parce que j'ai aussi des grands-parents qui parlaient italien et grec et qui ne sont jamais inscrits à la nationalité turque.
Ils ont eu le permis de séjour probablement. Mais comment est-ce qu'on peut suivre ça? Chez les consulats, aucun consulat ne va pas vous répondre. Non. C'est compliqué parce que quand il y a des demandes aussi à l'église, ça arrive. C'est-à-dire c'est impossible de répondre parce qu'il y a aujourd'hui cet engouement pour la généalogie. Chacun veut savoir ses ancêtres. Ils écrivent une lettre, moi j'avais mon père qui est né là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas se passer si on s'occupe. Pour chaque personne, je ne dis pas pour votre cas, c'est plus facile pour aller au consulat. Mais pour l'église, c'est difficile. Il faut qu'il y ait une personne qui puisse s'occuper des registres et regarder En ça. fait, dans les églises, ils sont plus entiers en fait. C'est C'est plus vrai. pratique, jusqu'à présent, à mon expérience. Et oui, ça dépend aussi des paroisses. Oui, oui, oui. Et avec le père Nicolas Cissé, c'est tout à fait faisable. Dans d'autres paroisses où il n'y a pas de personnel, c'est difficile parce qu'il faut s'occuper, il faut donner son temps. Comme je dis, dans le temps, il y avait un prêtre qui s'occupait que des archives. Aujourd'hui, c'est terminé. Les archives, quand ils quittent la Turquie, ils vont aller dans la maison mère, c'est terminé, ils restent dans des caisses. Parce qu'il n'y a plus personne qui puisse les ranger. Pourtant, moi, j'ai eu la chance, quand je faisais ma thèse de doctorat, que j'ai vu et j'ai pu utiliser tous les archives quand ils étaient encore en Turquie. Aujourd'hui, très peu d'archives sont restées en Turquie. Il y a encore une question. C'est plus une remarque, excusez-moi, je suis arrivée en retard, Oui, j'ai oui. malheureusement raté la partie la plus intéressante de vos propos, mais je suis un peu plus optimiste que vous parce que je passe un peu de temps avec la francophonie et il y a au moins 2 consuls honoraires de France en Turquie qui sont levantins. Je pense à celui du Hatay, puisque C'est madame... mon cousin. Voilà, Cosma, c'est ça. Et puis, le fils Arcas maintenant. Donc, il y a quand même une continuation, même si la source de l'éducation vient souvent de l'étranger, parce qu'ils envoient leurs enfants faire leurs études à l'étranger. Beaucoup restent à l'étranger, mais certains reviennent quand même. Donc, il y a quand même, c'est vrai un peu pour toutes les minorités d'ailleurs, qu'elles soient ethniques, linguistiques et autres. Dans tout le Moyen-Orient, partout où je vais, je vois bien que la jeunesse s'en va. Et, mais il y a quand même quelques sources d'espoir, si je puis dire. Puisque vous avez parlé du fils d'Alcas, qui est marié. Oui, mais Non, ça peut-être les points sur les îles. Mais Marcas, avec qui il est marié? vous pouvez pas, la route tombe là où il tombe. Hein. Mais oui, mais moi je ne On a dis pas. passé du 19e Oui, siècle. mais moi je ne critique pas. Moi je dis qu'il n'y a plus de communauté levantine. Cet esprit, c'est une commune. Je ne critique personne. Et je dis c'est une réalité. Les mariages mixtes ont détruit la communauté levantine. Il y a des levantins. Moi aussi je suis un levantin. Mais est-ce qu'il y a cette communauté? Est-ce que j'ai, c'est-à-dire cette idée commune qu'on avait dans le temps? On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Parce que comme je vous dis, c'est le mariage mixte. Les Alcas aujourd'hui sont tous avec des Turcs. Papa, même s'il a un enfant, quelle éducation pour avoir? C'est sur une éducation levantine, disons. C'est impossible ça. Ce n'est pas une critique, c'est une observation, une réalité. Donc vous dites qu'il n'y a plus de communauté levantine, mais est-ce que les Levantins, entre vous, par exemple, vous vous réunissez à différentes occasions ou est-ce que vous avez quand même des jours spéciaux dans l'année Mais comment on peut se réunir? Alors si je réunis, disons que je dis ma soeur, quelle est là? Je vais dire ma soeur, tu peux venir chez moi, ne porte pas ta belle-fille, ne porte pas l'autre, ne porte pas l'autre, tu viens seulement toi. Ça je l'ai dit. Ça c'est impossible. On est toute une famille, aux ancêtres, on essaie de s'habituer à cette réalité. C'est une réalité différente. C'était une époque, c'était une belle époque. Et c'est une époque révolue, c'était évident. On ne peut pas dire on est dans le temps. Comme pour l'église aussi, c'est pareil. On ne peut pas dire qu'il y a une église levantine. La plupart des levantins se fâchent quand ils vont à l'église. Ils voulaient entendre leur chant, leur langue et tout. Aujourd'hui, vous allez à l'église, vous allez. Et ce dimanche à l'église Saint-Esprit. Et il y avait, je crois, c'était des Congolais, c'était les tam-tams, c'était les choses. Quand ils récitent, ils dansent aussi, ils bougent.
c'est tout un rythme, c'est toute une chose. Je voyais la sœur aussi, elle n'est pas africaine, mais elle aussi, elle a commencé à bouger avec les autres, le même rythme. Moi, je me suis retenu, moi, je dis, parce que moi aussi, ça continue, moi aussi, je commence à bouger, c'est un bon rythme, je ne le critique pas, c'est un bon, mais ce n'est plus, c'est-à-dire, on ne se retrouve plus. Ça a changé, c'est-à-dire, il faut s'habituer. À cette époque, c'est comme ça, l'Église aussi a changé, il n'y a plus d'Église vivante. Et moi, dans ma thèse, je vous l'avais écrit il y a plus de 20 ans, de ça, l'Église catholique, c'est-à-dire continue, mais elle change de phase. Un temps, c'était latine, maintenant, c'est fini, c'est plus une Église. Quand vous allez à l'église, ils parlent de choses, ils vous font les lectures en anglais, dans un monde où on a vu ça. Dans le temps, c'était l'italien, le français et le grec. Le grec, c'était dans l'église. Les sermons étaient faits en grec, parce qu'il y avait la communauté qui connaissait ces langues. Aujourd'hui, tout ça a changé. Je le souligne encore, ce n'est pas une critique, c'est une observation de réalité. Il ne faut pas se dire, ah, il y a certains vantés qui disent, vous c'est terminé pour nous. Non, l'église continue. Mais elle change de phase. Un temps, elle était latine, aujourd'hui, elle sera syrienne, d'autres rites orientaux, syrienne, chaldéenne, et peut-être aussi d'autres pays, mais la plupart, je pense que ceux qui viennent des pays africains, c'est comme une église de passage. Comme dans les églises en France, c'est une église d'été. En été, vous voyez, moi, je suis à Carnon, quand je vais à l'église, l'été, elle est pleine de monde. C'est plutôt des Français de passage qui sont venus, qui s'arrêtent dans la région. Quand c'est l'hiver, il reste. L'église aussi de Turquie, ce sera pareil, ce sera une église de passage. Aujourd'hui, c'est le Congolais, est-ce qu'ils vont rester tout le temps ici? On ne peut pas savoir. Seul l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, je remplis des églises, c'est une église qui vit, qui continue. Mais on ne peut pas dire que c'était l'église de temps. Comme pour la communauté levantine, on ne peut pas dire que c'est la même communauté levantine, ça change. Même si on aime, si on n'aime pas. Moi, je me suis adapté tout le temps, j'ai essayé, même si je n'aime pas, je m'adapte, je trouve que c'est normal. Je l'ai écrit dans mes livres. C'est ça, il faut s'adapter, c'est un changement de phase. Mais c'était dû à quoi que le grec soit la langue véhiculaire des Levantins? Est-ce que ça venait de. Parce que c'est bon, de l'Empire byzantin, mais Non. pas aussi vieux, puisqu'ils sont postérieurs, leur année est postérieure. Ça tenait à quoi? C'était la communication avec les Roms d'Istanbul? Non, c'est une question toute simple, parce qu'il y avait les Latins qui vivaient avec des Grecs dans la ville de l'archipel. Alors déjà, ils parlaient le grec, ils savaient le grec. Quand ils sont venus, alors ils se sentaient proches d'eux. Pourquoi ils ne se sont pas sentis proches avec les Arméniens, et seulement avec les Grecs? Parce que déjà, ils vivaient ensemble dans ces villes, ils parlaient la même langue. Et ils ont essayé les mots qu'ils ne connaissaient pas de les gréciser. Moi, j'ai dit, j'ai fait un lexique étymologique de mouture. Et j'ai fait un autre aussi, mais ça c'était plus simple, des mots italiens, des mots français. Par exemple, ceux qui arrivaient nouvellement d'Italie, qui ne connaissaient pas le grec, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? La scala en italien, ils disaient iscala. Ils changeaient l'article au début et ils grécisaient le mot. Alors l'autre grec, pour se faire comprendre de l'italien, il disait pareillement iscala. Alors l'autre comprenait. Alors c'était un langage mixte. Avec le traité de Lausanne, il y a eu l'échange de population. Aujourd'hui, on parle des Grecs pas de la même façon que nous, on parle en Turquie. Parce que vous pouvez vous imaginer, presque 1,5 million de Grecs sont allés en Grèce. Ce temps-là, la population de la Grèce était 3,5 millions. Alors 1,5 million sur 3,5 millions. Ils ont tout changé. La culture, la façon de parler, la façon de manger. La preuve, c'est quand j'étais encore avec des filles qui étaient petites, on allait souvent, presque tous les ans, en Grèce, c'est-à-dire là-bas au camping. Une fois, j'ai eu une discussion avec la propriétaire, où je parlais le grec, elle me disait, non, toi, tu es grec. Non, je dis, moi, je ne suis pas grec, je suis d'Istanbul. Ça durait presque une quinzaine, une vingtaine de minutes. À la fin, j'ai avoué, bien, j'ai dit, je suis grec. J'ai coupé le coup. Parce qu'on parle de la même façon, la même intonation, les mêmes mots. Peut-être aujourd'hui, avec le temps, ça va changer, parce que ça, c'était les Grecs. C'était la puissance de la nouvelle génération, cette dernière qui venait d'Istanbul. Pour nous, en tant qu'historien turc, quand on parlait un peu de Lamantin, pour moi, les anciens commerçants qui sont venus de l'Europe, ils sont restés à Istanbul, à Izmir,
depuis longtemps et s'estompe dans notre tête. Et ce que je voulais, pour la définition de Levantin, je n'ai pas bien compris, peut-être que vous avez signalé, mais est-ce que ça signifie quelque chose particulier? Je ne sais pas. C'est une caractéristique, les Levantins, c'est toute nationalité et religion confondue. La nationalité ni la religion. C'était les étrangers qui sont venus s'établir en Orient, et plus particulièrement à Constantinople et à Smyrne. Ils ont vécu des générations, ils se sont formés, ils ont fait la synthèse des deux cultures, de l'Orient et de l'Occident. Ils avaient leur langue commune, c'était une communauté à part, une grande communauté de l'Athènes d'Orient, mais dans cette communauté, les caractéristiques de l'Oriental, c'était ça, faire la synthèse des deux cultures, c'est-à-dire ne pas être ni européen ni oriental, et aussi avoir une langue commune, et puis commercer librement avec les capitulations, parce que tous ceux qui ont fait, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus en Turquie, qui plus, qui moins, tous ont gagné beaucoup d'argent, il faut le dire. C'était une immigration réussie. Ce n'est pas comme les immigrations de journée. Dans les business. C'est-à-dire, c'était parce qu'il y avait les capitulations, ils avaient tous les avantages des capitulations. Les Turcs, c'était le peuple guerrier, lui combattait quand il faisait les services militaires, c'était à lui. Alors lui, il devenait de plus en plus pauvre et les étrangers devenaient de plus en plus riches. C'est suite à la République qu'il y a eu toutes ces lois pour durciser le capital. Et moi, je trouve que c'était normal. Peut-être la façon n'était pas juste, mais il fallait le faire. On ne pouvait pas laisser continuer ça. D'accord. Juste avec cette précision-là, je voulais savoir par rapport aux Levantins qui vivaient en Turquie, ils n'ont pas eu cette carte de la nationalité turque. En plus, je trouve il est difficile à comprendre. Quelqu'un qui était deux siècles, trois siècles qui sont là, leurs ancêtres sont là. Et est-ce qu'il y a pour vous, votre interprétation, il y a une vision politique de l'État, une vision politique officielle de l'État, quelque chose, parce que il est difficile, c'est même quelqu'un qui est étranger depuis, je ne sais pas, il est né ici, son père est né là, encore il n'a pas su rien turc, c'est quand même un peu bizarre. Dans le temps, on ne donnait pas la nationalité. Comme j'ai dit avant, ma cousine, elle qui n'a pas mis les pieds en dehors de Turquie, elle a demandé pour l'avoir, elle n'a pas eu la nationalité, on ne l'a pas donné. Aujourd'hui, ça a changé, on le donne à tout le monde. Aujourd'hui, ça change. Mais ce temps-là, on ne donnait pas. Et quelquefois, on ne le donnait pas, c'est-à-dire, donc, les personnes concernées, on ne le donne pas. Moi, par exemple, quand en France, j'ai pris la nationalité française, que ma femme était française, la dame qui donnait la nationalité du Soudan, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Vous êtes italien, il y a des difficultés, en fait. Si vous étiez algérien ou arabe, vous l'auriez eu tout de suite. C'est ce qu'elle m'a dit. Et les Levantins du Liban, il y a aussi des Levantins Oui. au Liban, c'est des Levantins qui sont venus de Constantinople au Oui. Liban. Mais le point de départ, c'est Constantinople. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a eu la prise de Constantinople, la prise de la ville. Ça, c'était le point de départ. Et ensuite, tous ceux qui étaient dans le pays, à fur et à mesure, tous sont devenus des latés ottomans. Il y avait un peu partout dans tous les ports, soit dans la mer Noire, soit en Méditerranée, notamment aussi à Iskenderun, à Mersin, surtout. Il y a beaucoup de familles levantines dans mon livre. Sur le Levantin, cette fois-ci, j'écris les familles levantines, Iskenderun, de Mersin, de Sbirne surtout. C'est une histoire compliquée, mais comme je dis, il faut continuer à étudier. Parce qu'une thèse de doctorat, quelquefois ça, on oublie de le dire, ça ne veut pas se le dire. Mais aujourd'hui, ça aussi, ça se fait. Une thèse de doctorat doit répondre à une problématique, à une question. Il faut d'abord qu'il y ait une question. Quelquefois, il y a des élèves qui se préparent et viennent me voir pour que je leur dise quelle est ta problématique, quelle est ta question? Parce que tu dois répondre à une question, ce n'est pas de faire l'histoire de l'Europe de la famille. Tu dois répondre à une question. Aujourd'hui, ça aussi, ça s'est perdu. Et ensuite, ce n'est pas d'étudier une question, c'est terminé, oublié. Ça doit ouvrir des portes. La recherche doit continuer. Si c'était une thèse 2 ou 4, alors ça n'a aucun intérêt. Ce n'est plus une thèse. Une thèse doit ouvrir d'autres recherches. Et c'est ce que je fais moi.
convivialité au sein de la communauté latine. Maintenant, il faut continuer encore, il faut voir peut-être qu'est-ce qu'on va découvrir encore, ça, je ne sais pas. Juste une question technique. Je suis curieuse de savoir si vous connaissez l'origine du mot Levantin. C'est le Levant, comme je dis C'est avant. le vent. Oui, c'est le Levant, c'était ceux qui habitaient le Levant, c'était les Levantins. C'était le terme péjoratif que ça continuait. Encore aujourd'hui, c'était ceux qui habitaient les Levant. Du Levant. Mais comme je dis, ce n'est pas important. L'important, c'est d'accepter cette communauté latine étrangère. Monsieur, Question. je crois que le futur Valentin sont plutôt à Izmir. C'est vrai? J'ai des amis qui sont Oui. vraiment. Non, la différence, c'est que les Levantais qui sont à Izmir s'intéressent plus à l'histoire que les Levantais. Parce que mon grand-père était de Izmir, les ici sont d'Izmir. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus des îles de Kiev, qui étaient génois. Et c'était l'étape. Quand il y a eu, c'est-à-dire la révolution en Grèce en 1820, la plupart de la terre ici sont allés à Izmir. Et avant ou après l'incendie qu'il y a eu en 1902, ils sont venus à Constantinople. La plupart, la première étape, c'était Izmir. Et encore, il y a le plus grand intérêt. Là-bas, les familles levantines s'intéressent. À Istanbul, c'est plus grand. Il n'y a pas plus ce grand intérêt. Dans le temps, on vivait dans le petit quartier, c'est-à-dire soit c'était à Péra, soit à Pankao. C'était la suite à l'incendie qu'il y a eu en 1870. Alors les gens sont allés vers Pankao, ils sont allés un peu plus loin, parce que ce temps-là, il n'y avait pas les sociétés d'assurance. Quand leur maison brûlait, ils perdaient tout. Ils étaient de riches à pauvres à minuit. Alors, ils sont allés dans les quartiers plus pauvres. C'était des quartiers qui n'étaient pas habités. C'est pour ça déjà on a transféré le cimetière de Mélenchon à Pankao. Et ensuite, en quelques années, c'est devenu de nouveau le centre-ville. Oh. J'ai encore une question. Vous pouvez Encore laisser question. vous arrêter, mais Voilà. c'est un peu en dehors du sujet que vous avez traité. À la fin de la 4e croisade, à la fin de l'Empire latin, quand Michel Paléologue reprend Constantinople, apparemment, des croisés qui étaient sur place sont restés, parce qu'il y avait les riches qui sont repartis parce qu'ils avaient de l'argent, et puis il y a tous aussi un petit peuple du croisade qui ne pouvaient pas repartir parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qui sont restés là. Est-ce qu'on a des sources sur ces gens-là ou... Oui, quand on lit Belin, c'est-à-dire, lui, il en parle aussi qui était resté pour les Vénitiens. Ouais. C'était quelques gens ruinés qui sont restés à Constantinople, qui n'ont pas pu partir parce que toujours il y avait ceux qui ne pouvaient plus repartir. Vous n'avez pas les moyens de prendre le bateau et... Et c'était, ils restaient sur place. Et on a des sources là-dessus ou enfin, on a des documents Il ou... y a des documents, il faut chercher, comme je vous dis, les archives du Vatican, seulement les archives, c'est-à-dire secrètes, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est apostolique, non? C'est 87 km de rayonnage. 87 km. 87 km. Encore aujourd'hui, il y a des dossiers qui n'ont pas été ouverts, des conventions. Et c'est facile parce qu'il y a, c'est-à-dire dans le temps, il y avait 400-500 documents, ils étaient reliés avec une ficelle en cuir, avec un joli fion. Tant qu'il y a le fion, ça veut dire que ça n'a pas été ouvert, parce qu'il faut couper le fion pour voir. En même temps, il y avait le directeur de Turtalis pour lui montrer des lettres au Vatican sur Galiléo Galilée. Il a été tout étonné. Il a vu encore des dossiers qui sont fermés. On ne sait pas ce qu'il y a. Pas savoir 87 km. Parce que ça, c'est les archives. Il y a aussi des archives qui se trouvent à la bibliothèque, des manuscrits, des documents. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est-à-dire on m'a demandé, comme je suis en Turquie, unique spécialiste des archives du Vatican, on a fait un documentaire, c'est-à-dire un 8 épisodes, sur les traces ottomanes au Vatican. Vous allez le voir peut-être dans quelques semaines.
c'est sur TNT, dans le canal digital, c'est à. Alors vous allez voir tout ce qu'il y a d'intéressant, c'est-à-dire au Vatican. C'est-à-dire que ça rapporte à la Turquie, notamment la carte du Nil. La plus ancienne copie de Tété Corcus se trouve au Vatican. Moi-même, j'ai trouvé, c'est-à-dire moi je l'ai trouvé ça. Il y a aussi le testament du prophète à sa fille Fatma. Vous allez voir, c'est un épisode, c'est seulement sur le testament du prophète. Il y a beaucoup de choses. Sur des centaines d'années d'études alors. Oui, c'est-à-dire il y en a pour tout le Si le monde. Vatican, artificielle. Il y en a pour tout le monde. Moi, j'essayais de montrer une fois l'importance et la richesse des documents pour l'histoire de Turquie et pour continuer. Et quand même, obstacle, certains me disent pourquoi on ne prend pas au Vatican pour faire. Parce que s'il y a des formalités, ce n'est pas facile de rentrer aux archives. Mais moi, je lui dis, mais si tu rentres, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est le problème. Moi, ça fait 25 ans. Avant le Covid, j'allais tous les mois. 25 ans. Et encore, je dis, je connais à peu près. Il y a d'autres qui vont une seule fois et deviennent spécialistes. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais remercier à M. Mamara. Non, c'était un plaisir. J'essaie un peu d'expliquer pour ceux qui s'intéressent. Mais moi, ce qui me choque, c'est-à-dire, on a créé, moi aussi, je suis le membre fondateur de cette association sur le Levantin. Mais il n'y a pas tellement de monde qui vit. On a créé ce club, cette association, je me pose la question pourquoi ils disent qu'on fait revivre la culture levantine. Et la culture levantine, c'est d'organiser des balles ou d'autres choses. Tout d'abord, c'était la base. Non? Quand on construit quelque chose, on commence par la fondation. Aujourd'hui, si on ne connaît pas ce que c'est comme le Levantin, tout ce que vous faites par la suite, après moi, ça n'a aucun intérêt, ça s'arrête un jour. C'est bon, la vie personnelle. Monsieur Mamara, on vous remercie beaucoup pour cette très belle Vous conférence. m'avez donné l'occasion, Non, je vous en prie, avec plaisir. Et nous avons fait une donation à votre nom, à Türk Eğitim Vakfı, Ah, ça, que je vous présente. Voilà. qu'est-ce que je dois faire? Rien du tout. Allez, ça, je vous remercie. Voilà. Merci bien. Et puis un petit cocktail après. Merci à vous tous.